Alors bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord évidemment les organisateurs de ce colloque qui me permettent de revenir sur un vieux dossier que j'avais ouvert en 2017. Alors je voudrais dans un premier temps proposer quelques éléments de globalisation du processus de parution et de réception de l'Histoire mondiale de la France, dont la première édition date de 2017, en gardant cependant en tête une question, celle de la recherche d'une singularité qui ne soit pas érigée en exceptionnalité. Jusqu'où donc singulariser ou spécifier cette réception sans l'exceptionnaliser? Alors l'ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, dont le projet remonte, Patrick Boucheron l'a rappelé tout à l'heure, à 2015, dans le contexte qu'on connaît, paraît donc en janvier 2017 dans le contexte politique des futures élections présidentielles de mai 2017. Depuis les années 1980, le thème de l'identité nationale en France est particulièrement instrumentalisé par la droite et l'extrême droite, qui considèrent que cette identité est menacée par l'immigration, le multiculturalisme et l'islam, et qui réclament en particulier pour l'enseignement de l'histoire un récit national fédérateur contre une histoire des faits mondialisés. Alors le livre a été explicitement conçu par son directeur et ses coordinateurs comme une urgente obligation politique, un mode d'intervention des historiens dans l'espace public, pour ne pas abandonner l'histoire de la France aux idéologues de l'identité et contre ce que Patrick Boucheron nomme l'étrécissement identitaire. Alors ces instrumentalisations politiques de l'histoire à visée ethno-identitaire ne sont cependant pas propres à la France. Aussi le livre est-il d'emblée en interaction avec un contexte européen et mondial que Richard Evans caractérise par le développement d'un nouveau nationalisme agressif qui, je cite, s'articule autour d'une conception étroite et exclusivement positive de l'histoire nationale et tournant souvent à la xénophobie et à la haine raciale. Alors, le projet est donc inséparable d'une attention inquiète au présent et d'une orientation épistémologique qui engage une réflexion sur la question ancienne de la responsabilité sociale de l'historien et plus largement de la fonction sociale de l'histoire qui, comme le remarquait Lucien Febvre, je cite, est un aspect un peu inquiétant, peut-être, des activités historiennes observées sans préjugés ni complaisance. Alors, dès avril 2017, Marc Mazauer considère, dans un compte-rendu, que le livre est une prise de position qui correspondrait à la vision modernisatrice tournée vers l'avenir défendue par le candidat Emmanuel Macron pour répondre aux défis de la mondialisation et contre l'idée d'une France isolée et au-dessus de toutes les autres nations. Pour ma part, je retiendrai juste la question: quel lien établir entre le livre et le défi de la mondialisation? De son côté, Quentin de Lermoz, en mettant en rapport le contexte de ce début du XXIe siècle marqué par la fin des grands récits ou la perte de confiance dans l'idée de progrès et l'intérêt pour le livre au sein du grand public, suggère une autre hypothèse globalisante d'explication contextuelle du côté des réflexions sur le lien entre régime historiographique, régime d'écriture de l'histoire, et régime d'historicité, avec la question: quelle serait la forme d'écriture pour une histoire des nations adaptée à la fin de la croyance au progrès? En s'inscrivant explicitement dans une conjoncture historiographique mondiale, marquée, malgré la résilience du paradigme national, par l'affirmation et le dynamisme des approches mondiales, globales, transnationales et connectées, ce qu'il considère comme une nécessité intellectuelle et une exigence scientifique, les coordinateurs du livre entendent mettre en évidence et en valeur la part que tiennent les processus globaux et le rapport au monde dans la compréhension des évolutions de l'objet France et de la société française sur le long terme, en posant la question: peut-on encore écrire une histoire nationale à l'heure de la mondialisation? Alors, la question de la pertinence de l'échelle nationale en histoire à l'heure de la vague historiographique des diverses approches que le terme global a fini peu ou prou par recouvrir, ainsi que les critiques redoublées en histoire quant au privilège accordé au cadre national d'analyse,
qu'on appelle le nationalisme méthodologique, sont bien au cœur de l'entreprise de l'histoire mondiale de la France. Le livre s'inscrit d'ailleurs dans le sillage de plusieurs initiatives de recherche et de publication qui existent depuis plusieurs années en France sur la transnationalisation de l'histoire nationale, voire par exemple la revue Monde lancée en 2012, des initiatives qui sont adossées à la tradition de l'histoire des annales, à l'histoire comparée, à l'histoire des transferts culturels, à l'histoire croisée et à l'histoire impériale, mais qui sont aussi consacrées à la réception et à l'appropriation, souvent jugée tardive en France, de l'histoire mondiale ou de l'histoire globale, venue d'ailleurs, et notamment l'histoire connectée, qui est la modalité de cette histoire-monde la plus compatible avec la tradition d'histoire sociale française marquée par les annales. La construction d'une histoire globale à la française, je reprends l'expression d'Alessandro Stanziani, doit dans tous les cas composer avec la guerre des étiquettes et la prolifération concurrentielle des labels historiographiques se réclamant de cette histoire-monde. Alors, le décalage entre la vague globalisante dans l'écriture de l'histoire et le contexte politique mondial à forte coloration ethno-nationalitaire, qui comprend d'ailleurs l'écriture de nouvelles histoires nationalistes par des historiens professionnels, est souvent signalé dans les bilans historiographiques récents. Et c'est également ce décalage que l'histoire mondiale de la France affronte et tente de gérer. Engagé et savant, tel est donc le positionnement voulu par les coordinateurs de l'histoire mondiale de la France, donc un livre d'intervention d'historiennes et d'historiens dans l'espace public, une manière de ne pas rester, pour citer Marc Bloch, confiné dans la craintive quiétude de nos ateliers. C'est en ce sens qu'il est un événement, on le nomme éditorial, historiographique, voire culturel, et il déborde d'emblée le cadre national. Le livre est très majoritairement accueilli positivement par la presse, un grand succès de librairie, on l'a déjà rappelé, un pan de sa réception d'ailleurs qui reste peu documenté, me semble-t-il, jusqu'à présent, et dont font partie les rencontres avec les lecteurs, ainsi que les initiatives sociales, éducatives et artistiques s'inspirant du livre. Il reçoit en 2017 le prix Aujourd'hui, il est assez rapidement traduit, et il sert de modèle à d'autres histoires mondiales dans une douzaine d'autres pays, ça a été rappelé, ce qui constitue un autre effet de la globalisation du livre et de sa réception, et qui est l'objet de ce colloque. Alors, dès la sortie du livre, les critiques et invectives des idéologues identitaires habituels en France se multiplient. Elles constituent ce que j'appellerais le premier étage ou première strate de la réception, considérant que le livre est une liquidation de ce que la France a, je cite, de singulièrement aimable et admirable, Alain Finkielkraut, une histoire pour métécophiles, Stéphane Courtois, un bréviaire de repentance et de la soumission, Dimitri Casali, ou encore comme une histoire sans race, sans ethnie, sans peuple, Éric Zemmour, et j'en passe. Même si la campagne présidentielle française de 2017 ne s'est pas jouée sur la question de l'identité nationale, la tournure agressive de ces critiques peut être mise en relation, je pense, avec l'espèce de surmoi historique du roman national, voire avec ce que Sudhir Racing nomme l'esprit lavicien qui hante toujours la classe politique française. Mais ces critiques représentent aussi la déclinaison française des idéologues qui, en Europe comme ailleurs, sont avant tout attachés aux exceptionnalismes nationaux et qui dénoncent celles et ceux des historiennes et historiens qui n'insisteraient que sur les aspects sombres des passés nationaux en pratiquant l'auto-culpabilisation. Alors, ces réactions de crispation identitaire étaient attendues et attestent même d'un effet, ce que j'appellerais d'un effet de pertinence du choix des coordinateurs de livre de le positionner comme un livre qui vise le cœur actif de l'étrécissement identitaire, à savoir l'admirable exceptionnalisme français d'Alain Finkielkraut. Le succès du livre, l'âpreté des attaques des identitaires, ainsi que les très nombreuses interventions d'éclaircissement des coordinateurs du livre qui accompagnent sa diffusion, ont cependant produit non seulement une hyper-personnalisation des réceptions en se concentrant sur Patrick Bouchereau, mais aussi de la cohérence et une sorte de, ce que j'appellerais une sorte de rationalisation rétrospective de l'entreprise qui n'était pas forcément partagée par tous les contributeurs, ils sont 122 pour la première édition, et qui tend à faire oublier la part à la fois d'incertitude d'un projet lancé en situation d'urgence politique et l'hétérogénéité des engagements des différents auteurs vis-à-vis de l'histoire monde, ce qui peut constituer un facteur de surinterprétation
Mais cela fait partie également des effets de circulation et de réception du livre. Alors, avec l'intervention de Pierre Nora dès mars 2017 contre le livre, la réception et la polémique prennent cependant une autre tournure, car les critiques contre le livre dépassent alors les limites du cercle habituel des identitaires patentés. C'est ce que j'appellerais le deuxième étage ou la deuxième strate de la réception et de la polémique, qui entend s'inviter dès lors sur le terrain de la controverse historique. En 2015, à propos du projet de programme d'histoire pour le collège, qui avait été accusé d'entrisme islamiste par les idéologues identitaires, Pierre Nora avait déjà écrit que ce projet est marqué, je cite, par une forme de culpabilité nationale qui fait la part belle à l'islam et aux traites négrières, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Patrick Boucheron. Alors, les critiques de Nora rejoignent donc celles des identitaires en reprochant au livre de liquider, de noyer la spécificité française par un biais, ce sont des citations, par un biais idéologique, militant et politique, en dénonçant le privilège accordé par le livre à l'idée d'une humanité métisse et migrante. Nora entend également faire une petite leçon d'épistémologie en rappelant la célèbre phrase de Lucien Febvre de 1919, qui est souvent citée, « L'histoire qui sert est une histoire serve », qui visait, je le rappelle tout de même, à rompre avec les instrumentalisations nationalistes de l'histoire pendant la Première Guerre mondiale. Et il accuse le livre de surfer sur la vague de ce qu'il appelle l'hégémonie des mémoires des groupes multiculturalisés. Alors Marcel Gauchet, qui est proche de Nora, parle également de dessin idéologique du livre, et Patrice Guénifet, de son côté, le qualifie d'opération politique. Faut-il rappeler que le grand projet des lieux de mémoire, orchestré par Pierre Nora de 1984 à 1992, était bien un projet politique et idéologique, aux accents très prescriptifs. Nora proposant aux historiens de remodeler une identité nationale en crise en substituant ce qu'il nomme un nationalisme amoureux au nationalisme agressif type 19e siècle. Un des enjeux de cette strate de la polémique est peut-être également de s'affranchir du grand dualisme histoire versus mémoire que Nora avait si fortement contribué à théoriser. Alors, dans l'examen du difficile problème de l'entrecroisement entre interprétation historiographique, ce que Paul Ricoeur appelle le jugement historiographique, et positionnement sur les valeurs, ce que Paul Ricoeur appelle le jugement moral, ne faut-il pas considérer qu'un jugement moral, ici le choix de l'étrécissement identitaire, peut constituer, plus qu'un autre, un blocage idéologique ou moralisateur à un surcroît d'intelligibilité. Le choix, par l'histoire mondiale de la France, de l'ouverture au monde est logiquement une prise de parti pour une société plurielle, ou à tout le moins contre une société fermée, à distance de l'espèce de panique morale qui s'empare alors d'une partie des intellectuels médiatiques français devant ce qu'ils cataloguent comme le danger du métissage et le spectre du multiculturalisme, un genre de réaction qui n'est nullement franco-français et qui est une des composantes de la construction transnationale de l'épouvantail woke. Les crispations sur la question identitaire auraient ainsi en partie entravé et retardé les discussions possibles sur certains aspects du livre exposés à la critique scientifique ordinaire, comme le signale par exemple Mark Mazauer, c'est-à-dire par exemple la rareté des dates sociales dans le livre et partant celle des acteurs populaires, ainsi que le peu de place accordée à la pauvreté, au travail, à la distribution des richesses et à la lutte socio-économique liée, pour Mazauer, à la question de la mondialisation. D'où le caractère que j'appellerais longtemps asymétrique de la réception du livre, dont l'espace est comme saturé par la virulence identitaire au détriment du débat scientifique. Alors une autre couche de critique de Nora contre le livre pose, sous couvert d'épistémologie, un problème d'éthique professionnelle. Nora, à propos du choix des dates du livre, qui ne sont pas toutes des dates canoniques, dénonce à ce propos l'idée qu'on pourrait entrer dans l'ère des dates alternatives, comme l'information était entrée dans l'âge des faits alternatifs. C'est une citation. Cette grave accusation, qui opère en quelque sorte une contextualisation mondiale négative du livre, a fait réagir, bien sûr, les coordinateurs de l'ouvrage, qui rappellent fermement que les faits alternatifs sont tout simplement faux, alors que les épisodes relatés dans leur livre ont bel et bien eu lieu, même si une partie de ceux-ci sont généralement passés sous silence dans les histoires de France classiques.
Cette question du choix des dates revient souvent d'ailleurs dans les comptes rendus de livres par des historiens, de manière positive par exemple chez Robert Danton, qui apprécie de pouvoir, dit-il, déguster le livre à petite dose, sans narration générale, mais de manière négative chez Patrice Guénifé, qui dénonce une histoire émiettée, ou chez Rana Lévy, qui considère, je cite, que l'ouvrage ressemble par moments à un marché aux puces peuplé d'objets trouvés où toutes les dates se valent. Alors, ces accusations de Nora concernant les dates alternatives sont difficilement explicables par de seules raisons de divergence intellectuelle. Enfin, c'est ce que je pense. Aussi faut-il les éclairer avec un autre niveau qui est ressorti à la sociologie professionnelle des acteurs de la polémique, à des enjeux institutionnels et à ceux concernant le rôle social de l'historien. Nora avance que le livre, je cite, fait de Patrick Boucheron l'intellectuel savant dont avait besoin une gauche en détresse, le Bourdieu historien du Collège de France. Chaque mot compte. Intellectuel, savant, gauche en détresse, Bourdieu, Collège de France. Pierre Nora, un des grands intellectuels qui animait la vie intellectuelle en France, conteste donc la nouvelle place qu'occupe Patrick Boucheron, en particulier à l'égard d'une nouvelle génération d'historiennes et d'historiens qui ont, comme le note Mathias Middel, dépassé définitivement le scepticisme à l'égard de l'histoire globale et qui articulent histoire nationale, impériale et mondiale de manière novatrice. Une nouvelle génération qu'évoque également Robert Darnton dans son commentaire. Ce qui est également en jeu est donc de s'affranchir du magistère de l'historien instituteur du social que défendait Nora, pour plus largement reposer, à partir de la globalisation de l'histoire de la France, la question du rôle social de l'historien. La position des coordinateurs du livre sur ce point cherche un rapport entre l'engagé et le scientifique afin de ne pas couper l'entreprise historiographique de son lien avec l'espace public et de ce que des citoyens peuvent faire d'une polémique historique. Une position qui entend ne pas confondre l'engagement disciplinaire avec le militantisme politique et qui laisse la première place aux scientifiques en proposant ce que Patrick Boucheron appelle un récit ouvert, divers, peuplé et entraînant. Alors cette question de la forme littéraire à adopter est logiquement contrainte pour l'histoire mondiale de la France par la dialectique assumée du couple engagé et savant, ce qui n'interdit évidemment pas les interrogations sur l'efficience des choix narratifs, de l'éclatement, de la discontinuité, de la dispersion, des parcours buissonniers par renvoi et de la liste des dates, mais tout jugement historiographique sur le livre doit tenir compte de la nature située de ce positionnement en tension. Alors, avec l'intervention dès la fin de l'année 2017 de Sanjay Subrahmanyam, qui revendique avec détermination la défense de l'histoire connectée, y compris contre les autres formes d'histoire globale, et notamment les approches en termes de système mondial, c'est un autre étage plutôt inattendu, presque à front renversé, de la réception qui s'en trouve. Ce dernier affirme en effet que cette controverse est purement franco-française et qu'elle souligne la persistance du cadre national. Alors, je cite, un livre fait par des Français pour des Français, ou encore l'histoire mondiale de la France n'est pas un livre novateur, je trouve qu'il est crypto-nationaliste, en insistant en particulier sur le peu de place accordée dans le livre à la question coloniale et en dénonçant les historiens qui descendent dans l'arène politique. Un jugement à l'inverse donc de l'appréciation de Robert Danton, qui voit dans le livre une France généreuse et ouverte au monde. Alors ce jugement de Subrahmanyam rejoint ceux de Nora et de Gaucher sur 2 points au moins. L'absence de novation et le parti pris politique de gauche de l'entreprise. En qualifiant le livre par contre de crypto-nationaliste, Subrahmanyam ajoute une critique qui ne peut pas être partagée par Nora et Gaucher, qui restent, eux, peu ou prou, attachés à l'exceptionnalisme de la trajectoire intellectuelle européenne que Subrahmanyam dénonce comme un mythe persistant. Alors, les réactions à ces critiques sont rares, ces critiques très durement assénées par Subrahmanyam sont rares, et ne sont pratiquement pas commentées publiquement dans le milieu historien français. Alors, cette question d'un nationalisme méthodologique persistant possible est cependant évoquée de manière beaucoup moins abrupte et dans le registre de la critique scientifique ordinaire par Alessandro Stanziani qui, en 2018, dans les entrelacements du Monde, salue les approches qui inscrivent l'histoire de la France dans les dynamiques globales, en citant
l'histoire mondiale de la France, mais aussi Braudel et Pierre Singaravello, et casse ainsi le nationalisme historiographique, mais qui risque, ajoute-t-il, je le cite, de conforter une nouvelle forme de retour au national en soulignant le rayonnement de tel ou tel pays à l'échelle globale. D'autres commentaires ultérieurs du livre posent le même genre de questions, comme celui d'Arthur Asraf en 2021, pour qui l'histoire mondiale de la France est en réalité une vision avant tout hexagonale de la France, en raison notamment du privilège accordé à une notion, ce qu'il appelle une notion territoriale de la France, et de l'évitement de définir ce qu'est la France et ce qu'est le monde. De leur côté, Martin Conway, Célia Donert et Kiran Klaus Patel, en 2022, qui travaillent sur l'histoire de l'Europe, considèrent que la mode des histoires globales des États européens tend inconsciemment à renforcer les paradigmes nationaux. Pour Martin Conway, l'histoire mondiale de la France consisterait, je le cite, en une reconceptualisation d'une entreprise nationale très traditionnelle, en signalant en outre, comme Arthur Asraf, que le livre ne consacre pratiquement aucune place à l'Europe. Pendant la même période, plusieurs historiens, comme Richard Evans, Matthias Miedel ou David Motadel, citent l'histoire mondiale de la France comme exemple d'histoire qui entend appréhender l'histoire nationale comme dimension de l'histoire globale et qui est en but aux réactions hostiles des défenseurs du nationalisme historiographique. Cet ensemble de critiques ouvre dans tous les cas un nouvel espace de débat scientifique sur la persistance du nationalisme méthodologique, proche de ce point de vue des débats concernant les critiques anti-eurocentriques qui se sont radicalisées contre nombre d'histoires de l'Europe et du monde depuis les années 90, tant nationalisme méthodologique et eurocentrisme vont de pair. Et ce, même si le risque existe que l'antinationalisme méthodologique, tout comme l'anti-eurocentrisme, puisse se muer en idéologie ou ne soit qu'une accusation ritualisée. Dans quelle mesure donc l'histoire mondiale de la France réussit-elle à rompre avec le nationalisme méthodologique et avec une conception internaliste centrée sur l'interaction des forces endogènes à l'objet France, en considérant pleinement que les relations de la France avec le reste du monde et les entrelacements globaux sont des composantes essentielles et constitutives de son histoire. Il ne s'agit pas de disqualifier l'articulation entre échelle nationale et échelle mondiale, puisque Subramanian, comme beaucoup d'autres historiens, admet le principe de l'égalité épistémologique des différentes échelles d'analyse, tout comme d'ailleurs les coordinateurs du livre. En outre, le diagnostic même d'un monde uniformément mondialisé et globalisé ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Frédéric Cooper, par exemple, remet en cause le postulat selon lequel la mondialisation serait réelle, inévitable, en marche, postulat qui, selon lui, expose au risque de téléologie. Ainsi, la vague de la globalisation historiographique ne signifie pas que l'échelle de l'État-nation ait épuisé ses vertus héuristiques. Il ne s'agit donc pas de remplacer des romans nationaux par un roman global. Comme le rappelle Sébastien Conrad, la crainte du nationalisme méthodologique, je cite, ne doit pas nous attirer dans l'impasse jumelle, ce qu'il appelle le mondialisme méthodologique. Alors même si la question de l'échelle reste bien le serpent de mer théorique de l'histoire globale, comme le dit Romain Bertrand, l'exploration plus en profondeur des manières d'articuler les échelles d'analyse en histoire, du local et du national au mondial, au global, en passant par le régional et le continental, reste d'actualité dans l'agenda méthodologique et épistémologique des historiens, comme en attestent les réflexions sur les jeux d'échelle, la notion de local ou celle de micro-histoire globale. Quentin de Lermoz va dans ce sens quand il constate que l'histoire mondiale de la France laisse ouverte la question des méthodes pour réaliser une telle histoire. Alors le recours aux approches mondiales et globales n'a cependant pas la même signification dans les différents contextes nationaux. Comme le rappelle encore une fois Sébastien Conrad, le global peut permettre à certains historiens de lutter contre les mythes nationaux, comme dans le cas de l'histoire mondiale de la France, mais pour d'autres, il peut être l'arène ou exalter la grandeur nationale. C'est peut-être plus obliquement ce qu'entend Jürgen Osterhammel en 2024 quand il considère que l'histoire mondiale de la France
relève de ce qu'il nomme une histoire globale panoramique, un genre de synthèse tout à fait légitime à ses yeux, aux objectifs analytiques d'explication modestes et, précise-t-il, plutôt destiné à l'éducation nationale. Alors la dernière strate que je retiens ici de la réception en France du livre est celle inaugurée en novembre 2018, quand le surgissement du mouvement social des Gilets jaunes en France a donné une nouvelle actualité au livre, en provoquant notamment, en février 2019, un échange tendu entre Patrick Boucheron et Gérard Noiriel, auteurs d'une histoire populaire de la France parue en 2018. Revenant sur la polémique contre l'histoire mondiale de la France, Noiriel écrit « Ce que le mouvement des Gilets jaunes a rendu explicite, c'est que cette polémique historiographique était un affrontement entre les deux principales composantes de l'élite historienne. Leur polémique s'est déroulée sur le terrain identitaire, faut-il encourager ou déconstruire le roman national, et nullement sur le terrain social. Il distingue ainsi deux tendances dans l'historiographie progressiste en fonction de la place accordée aux classes sociales. La rareté du social et du populaire dans l'histoire mondiale de la France, déjà évoquée, devient pour Gérard Noiriel le principal critère du jugement historiographique, étroitement imbriqué, là encore, au positionnement politique et axiologique. La focalisation de la réception du livre se porte de nouveau sur la question de l'entrecroisement entre activité scientifique et engagement politique, ou à tout le moins l'engagement à l'égard des mouvements sociaux. Mais cette fois, l'interpellation vient d'historiennes et d'historiens engagés à gauche en référence à l'histoire en train de se faire. Une interpellation qui atteste des difficultés à affronter et gérer le dualisme en tension du savant et de l'engagé, du vrai et du juste, qui forment le cœur à la fois épistémologique et existentiel de la grande question qui ouvre Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien de Marc Bloch, à quoi sert l'histoire? Alors, lors de sa phase la plus active, de 2017 à 2019, la réception du livre est ainsi marquée fortement par des réactions relevant d'enjeux idéologiques, politiques, axiologiques, voire institutionnels. Le processus de ce qui peut être interprété comme une inflexion vers le global d'une partie des historiographies nationales s'en est trouvé comme brouillé en France, en rendant moins visibles des expérimentations d'écriture, des déplacements conceptuels et de méthodes plus diversifiés qui peuvent emprunter la cause historiographique du global. Il reste que cette réception a posé à nouveau frais un vieux problème commun à toutes les historiographies, celui de la fonction sociale de l'histoire qui doit, pour l'heure, en France comme ailleurs, répondre à ce que Marc Mazouer nomme le défi d'élaborer une nouvelle relation du pays avec son passé, et qui, dans le contexte contemporain de court-circuit entre globalisation historiographique émergente et rétrécissement identitaire dans l'ordre sociopolitique et culturel mondial, mériterait sans doute d'être globalisé. C'est peut-être une des conditions pour non seulement mieux comprendre ce qu'être historien aujourd'hui, mais aussi pour sortir de l'académisme routinier dénoncé par Chev Kosinski et tenter d'infléchir le sens de l'histoire qui se fait, comme le propose Michel Perrault dans sa contribution qui clôt l'édition du livre de 2025. Merci